CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. Bonjour à tous. J'ai failli arriver en retard parce que pour venir depuis le métro, c'était pas totalement évident. Je suis à l'heure. Merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui vous concerne, qui concerne les conditions de travail des cadres. Alors, moi, je suis professeur d'organisation à l'ESCP, École supérieure de commerce de Paris. Voilà, et je travaille aussi à Paris 7. Et ça marche pas. 1, 2, 3. Allô? Bon, d'accord. Bon. Oui, c'est vraiment c'est le genre crooner en fait qu'il faut. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Donc je rappelle, voilà, j'ai travaillé ces dernières années sur des problèmes de difficultés de travail chez les cadres. J'ai fait plusieurs missions pour des entreprises dans la sidérurgie, dans de la banque, de réseau et d'affaires, dans la fonction publique. Et j'en ai tiré un ouvrage qui s'appelle « Entre l'enclume et le marteau, les cadres pris au piège », paru au Seuil. Je revendique pas totalement le titre, c'est l'éditeur qui a insisté pour ce titre légèrement racoleur. Moi, j'avais proposé un titre platement académique, ils m'ont dit ça va jamais se vendre, je crois qu'ils ont eu raison. Mais bon, voilà. Par contre, le contenu est pas mal. Le contenu, enfin en tout cas, le contenu c'est moi qui l'ai fait. Je suis d'une vieille école, c'est moi-même qui écris mes livres. En tout cas, y compris ceux que je signe. Donc voilà, le contenu, je l'accepte totalement, pour l'instant. Alors, je vais vous faire un petit exposé, et puis après, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un peu une discussion, justement, un peu en écho, sur ce que vous ressentez ou vous vivez. Premier point, je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par les cadres piégés, dans quel piège ils sont, et quelles sont les choses qui sont importantes. Le deuxième point, ça va être les causes, et qui sont en fait des causes organisationnelles. Un des points de vue que je défends dans ce livre, c'est qu'en fait, ce sont les organisations en elles-mêmes qui piègent les cadres, et parce que très souvent on dit c'est le management qui est pas bon, etc. Ok, il peut y avoir du mauvais management en plus, mais il n'y a pas que le mauvais management, il y a aussi des raisons structurelles. Et mon dernier point, ce sera un petit peu des pistes ou des solutions, des pistes d'amélioration pour voir ça. Alors, bon, sur le malaise des cadres, c'est un problème ancien. Les premiers bouquins sur le malaise des cadres datent il y a plus de 30 ans. Donc c'est comme la crise. Moi, la crise, j'ai toujours connu des périodes de crise. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'une non-crise. Et donc le malaise des cadres, ça a été répertorié depuis 30 ans. Et qu'est-ce qu'on a recensé comme malaise? La première chose, enfin, des cadres et de l'encadrement au sens large. La première chose, c'est une perte de statut, une perte de considération dans la hiérarchie, une perte d'autonomie. Un cadre maintenant peut avoir moins d'autonomie et d'indépendance dans son action qu'il y a 30 ou 40 ans. Ça sont des choses qui sont connues, une dévalorisation quelquefois aussi de la fonction. Et finalement, le cadre ou l'encadrement peuvent devenir des exécutants presque au même niveau que d'autres. Okay, mais ils ne sont pas perçus comme étant obligatoirement des exécutants. Ils sont coincés entre, finalement, perçus comme étant quelquefois du côté de la direction, et puis en même temps étant considérés comme étant des exécutants par une partie de la direction. Et donc ils sont dans une situation ambivalente où ils sont ni dans l'univers bien défini, enfin qu'on a connu dans les années 60-70, avec d'un côté les ouvriers, de l'autre côté l'encadrement, puis les choses s'opposent de façon classique. Et bien maintenant, ces cartes-là sont brouillées. Donc ce malaise, ça, est un malaise qui est ancien. Le deuxième élément sur ce malaise, c'est que l'entreprise a trahi ses cadres. Pendant des années, il y avait une espèce d'accord où finalement les mesures de plan social, etc., ne concernaient quasiment pas l'encadrement ou alors marginalement.
On sait bien maintenant, et on le voit chez les jeunes, que les jeunes n'ont plus confiance dans les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. J'interviens aussi à Télécom Paris, etc. On voit bien que les jeunes ont une sorte de réticence ou de répulsion par rapport à l'entreprise. Ils ne sont pas prêts à s'y engager, ils sont plutôt mercenaires, c'est vrai. Les entreprises le déplorent, mais en même temps, c'est peut-être assez sain, parce que si le jeune s'investit totalement, mais si l'entreprise, elle, ne tient jamais ses promesses, évidemment, il va y avoir la déception. L'autre point qui est important, c'est que les cadres, dans tous les problèmes que j'ai vus, dans toutes les situations tendues que j'ai vues, sont à la fois victimes et coupables. Ils sont victimes parce qu'ils sont victimes d'un reporting excessif, ils sont victimes de changements permanents de l'organisation, et c'est eux qui vont être porteurs de ces projets-là. Et en même temps, ils sont perçus comme coupables parce que c'est eux qui mettent en place ces changements d'organisation permanents qui vont eux-mêmes les piéger. Okay. Et ça, cette situation est très compliquée, elle est même très compliquée à analyser. Parce que pendant très longtemps, surtout dans la tradition de sociologie du travail, que je connais bien parce que j'ai fait des études de sociologie après des études de gestion, on est dans une dialectique qui est assez facile, assez confortable entre eux, les méchants, et nous, les bons. Mais dès qu'on est sur l'encadrement, on est dans des choses qui éclatent. Une femme cadre supérieur peut être dominée comme femme et dominante comme cadre supérieur. Même chose pour les gens qui sont issus de l'immigration, même chose pour tout un tas de situations. Et donc, je vois qu'il y a ça suscite... je ne sais pas si c'est de l'ordre du vécu ou du fantasme, hein, mais en tout cas, ça... Oui. Ah oui, non... ah oui, genre, la chaleur monte, hein, oui. Alors, le dernier point que je voudrais évoquer sur ce malaise des cadres, c'est quelque chose qu'on appelle, dans un terme un peu technique en psychologie, les injonctions paradoxales. Alors c'est quoi une injonction paradoxale? C'est quand vous donnez deux ordres impératifs à quelqu'un, mais qui sont deux ordres antagonistes, avec l'obligation de satisfaire aux deux. Et la théorie, qui est la théorie de Gregory Bateson et toute l'école de Palo Alto des années 50-60, et qui est toujours pertinente, c'est que si on soumet les gens à des injonctions paradoxales, ils deviennent fous, ils deviennent schizophrènes. Bon. Parce qu'ils essaient de se séparer en deux choses qui sont incompatibles. Le cas classique de l'injonction paradoxale, ça a été étudié dans le cas des familles. C'est par exemple la mère qui dit à son fils, la mère autoritaire qui dit à son fils « Oh, j'en ai marre, sois toujours dans mes jupes, sois autonome ». Et à la fois, elle exige, finalement, parce que si elle est autoritaire, elle exige de l'autorité, etc., mais elle lui demande d'être indépendant par rapport à son autorité. Le gamin est mal. Bon. Quand on est en situation de crise, quand on est en situation un petit peu de complexité, les organisations deviennent extraordinaires pour faire de l'injonction paradoxale à tous les niveaux. Du haut en bas de l'échelle. Au niveau des directions générales, l'injonction paradoxale par les marchés financiers, par les analystes financiers, c'est faites du développement, etc. Mais ne dépensez rien et ne prenez pas de risques. Sauf que si on développe, on prend un petit risque, et si on dépense rien, on ne développe pas. Au niveau en dessous, ça va être les mêmes injonctions paradoxales. Une autre injonction paradoxale que je trouve très souvent, qui est celle de la mère à peu près, c'est soyez entrepreneurs. Je veux que vous soyez des entrepreneurs, mais en même temps, il faut que vous fassiez le reporting, il faut que vous soyez en ligne avec la stratégie, avec l'organisation, avec le nouveau système, etc. Donc finalement, faites comme vous voulez, mais faites comme je veux. Okay. Alors, oui, après, on a plein de variétés autour de ça. Moi, j'ai connu dans une banque d'affaires des gens, c'était très intéressant, une cellule anti-blanchiment. Une banque d'affaires, une cellule anti-blanchiment, c'est pas mal. Hein. C'est un peu la partie uranium enrichi dans une centrale nucléaire. Vous voyez, c'est le truc où ça chauffe un peu, et si ça saute, quoi. Hein. C'est un truc, bon, pas mal. Et alors, ils avaient en permanence une très très belle injonction paradoxale qui était surtout, vous êtes une fonction support du business, donc n'empêchez pas le business, n'entravez pas les gens pour travailler, etc. Mais en même temps, ne prenez aucun risque.
Et alors après, ça devenait, oui, mais alors, cette espèce de, comment dire, d'oligarque russe un peu suspect, qui interdit bancaire à peu près partout, il faut vraiment qu'on fasse une affaire avec lui, parce que ça semble un peu risqué. Faites une affaire avec lui, mais sans risque. Okay. Donc on arrive dans... Pardon. Ah oui. On arrive dans des situations qui sont absolument ubuesques. Okay. Alors, comment on s'en sort de l'injonction paradoxale? Alors, dernier exemple, hein, l'école où je suis, qui est une bonne école de commerce, voilà, que j'aime beaucoup, dans laquelle je travaille depuis longtemps, elle est très très bonne pour être aussi dans l'injonction paradoxale avec les profs. C'est normal, c'est presque inévitable. On nous dit, il faut que vous fassiez des cours, et on évalue sur nos cours, etc. Donc il faut que les cours se passent bien. Bon. Puis il faut prendre des responsabilités administratives. Et puis il faut faire de la recherche. Mais faire de la recherche, ça prend beaucoup de temps, les responsabilités administratives, ça prend beaucoup de temps, les cours, ça prend beaucoup de temps, vous ne pouvez pas tout faire. Chaque année, dans nos évaluations annuelles, pendant un certain nombre d'années, c'était « Ah, c'est bien, alors cette année, Jean-Philippe, il a fait beaucoup de recherches, beaucoup de publications, les cours, ça marche très bien, mais quel dommage, il n'a pas pris de responsabilité. » Alors après, Jean-Philippe, il continuait à travailler, il prenait des responsabilités l'année suivante, on va dire « Ah, c'est super, cette année, il a pris beaucoup de responsabilités, les cours, ça marche toujours très bien, quel dommage, il a moins publié. » Alors, comment on s'en sort de l'injonction paradoxale? On s'en sort en assumant un choix. C'est-à-dire, et tous les profs, moi le premier, mais tous les profs disent, bon, moi cette année je vais faire de la recherche, parce que j'ai des projets de bouquins, j'ai des projets d'articles, je suis invité à des colloques, ou je vais faire des responsabilités parce que j'ai telle ou telle possibilité, ou voilà. Et puis le reste, ça sera pour les années suivantes. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Alors c'est sûr que nous on est dans une situation où on peut se permettre ça parce qu'on a un statut qui fait que. Mais très souvent, on a un peu plus de marge de manœuvre qu'on ne le pense. Par exemple, moi je connais un certain nombre de grands patrons qui eux-mêmes sont soumis à des injonctions paradoxales, des marchés financiers, des analyses financières, etc. Un bon patron, et c'est des patrons qui sont de boîtes style CAC 40 et en dessous. Les bons patrons de ces grosses boîtes disent, moi aussi je choisis. Cette année, on va faire pour telle et telle raison ça. On ne va pas tout faire. Mais j'assume qu'on va faire ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me virez. Mais si vous me gardez, on fait ça. S'il l'explique bien, ça marche. Et si ça marche après, le reste de la structure n'est plus sous une injonction paradoxale. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est à l'encadrement à tous les niveaux, depuis les niveaux les plus opérationnels jusqu'aux niveaux les plus stratégiques, d'essayer de ne pas transmettre l'injonction paradoxale, d'essayer de ne pas transmettre... Je ne suis pas bon comme crooner, hein, je pense que... Ouais, bon, merci, c'est gentil. Vous avez beau essayer, je ne vais pas enlever le pull. Il faut essayer de ne pas transmettre l'injonction paradoxale parce que justement, ça transmet cette espèce de tension où on ne sait plus ce qu'on doit faire à tous les niveaux. Alors, maintenant, je vais venir un petit peu aux causes, hein, aux causes de cette situation. La première cause, l'essentiel des causes sont des causes que je considère comme étant de type organisationnel. Il n'y a pas uniquement le fait qu'il y ait des imbéciles à la direction des boîtes ou dans le management, etc. Il n'y a pas le fait qu'il y ait des mauvais managers, etc. Il y en a, on en connaît tous, on a des noms, c'est pas grave. Bon. Mais même quand il n'y a pas de mauvais manager, il peut y avoir du stress et du malaise au travail avec ces caractéristiques-là. Alors, la première chose qui m'est apparue dans le travail d'investigation que j'ai fait, c'est la complexité des organisations. On a des organisations qui sont de plus en plus grandes, qui ont de plus en plus d'activités, de produits, de services, etc. Là, vous aviez un contrat pour un service, etc. Maintenant, vous avez plein d'options, etc., plein de tarifications. Hein, je ne connais pas très bien votre situation, mais je pense que vous ne devez pas être loin. Hein, voilà. Voilà. Et voilà. Okay. Donc, on a une complexité qui vient de l'augmentation de l'activité, de la croissance territoriale pour beaucoup d'entreprises, de la croissance sur le nombre de métiers, parce qu'on fait de plus en plus de métiers, en général. Okay. On a aussi une complexité qui vient de la structure de l'organisation. Vous avez entendu parler d'organisation matricielle? Je ne le dirai pas dans vos termes, mais l'idée est à peu près là. En tout cas, c'est très dangereux. Ça peut être très dangereux. J'en ai vu beaucoup qui ne marchaient pas très bien. J'ai vu dans une banque d'affaires une organisation matricielle en 4 dimensions.
Très fort. Vous avez les deux premières dimensions qui sont les dimensions classiques. Vous avez les activités, les business, et puis de l'autre côté les fonctions. Je m'occupe des risques pour des dérivés de taux. Eh bien, il va dépendre à la fois des risques sur la politique de risque et puis du business dérivé de taux. Bon. Après, vous avez deux parties de l'organisation qui travaillent pour tout le monde, les RH et les systèmes d'information. Et une banque, c'est du système d'information. Ce n'est que du système d'information. Donc ça fait une troisième dimension qui sont RH et systèmes d'information qui travaillent pour tout le monde. Et la quatrième dimension, est la dimension géographique, puisque vous êtes présent à Paris, Londres, New York, Tokyo, Singapour, Francfort. Et alors là, vous arrivez dans des structures où vous n'avez pas d'organigramme possible, parce qu'essayer de représenter 4 dimensions sur un plan, c'est compliqué. Okay. Quand vous n'avez pas d'organigramme possible, vous avez des organisations qui sont irreprésentables, avec des gens qui cherchent, qui ne savent pas trop à qui ils doivent faire de reporting, qui se trompent, vous avez une perte d'information, et donc vous arrivez sur un des problèmes majeurs que l'on rencontre maintenant, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le risque opérationnel, c'est-à-dire on fait des erreurs parce que l'organisation n'est pas bien calée, parce que l'organisation est trop complexe, et ceux qui y travaillent n'arrivent pas à maîtriser cette complexité-là. Je vais revenir un peu plus loin, un peu après sur le risque opérationnel, mais un autre facteur qui renforce la complexité, c'est le rythme de changement des organisations. On a maintenant des organisations mouvantes, c'est-à-dire tous les ans, tous les 2 ans, etc. En tout cas pour certains... Voilà. Ça, je ne connais pas assez France Télécom, enfin... Je connais un petit peu quand même, mais parce que dans mon domaine, c'est difficile de ne pas connaître. Il y a une telle littérature sur France Télécom que, évidemment, on a toujours le sentiment de connaître un petit peu. Mais plus on change rapidement l'organisation, plus on la désorganise. Pourquoi? Parce que quand vous avez une organisation qui marche bien, qui marche de manière récurrente, vous avez des routines, et les routines vous permettent de travailler plus vite. Vous savez, si vous avez un problème, à qui vous pouvez faire appel. Un petit problème technique, vous savez comment marche la machine, vous savez la procédure, ce qui est important dans la procédure, etc. Et s'il y a un problème, vous le repérez tout de suite. Mais si la procédure est nouvelle, si les interlocuteurs sont nouveaux, si le système est mis en place et il n'a pas totalement, si on n'a pas totalement épongé les plâtres, là, vous avez beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver. Vous pouvez être sûr que si vous avez une organisation qui change de plus en plus vite, avec des gens qui finalement vont perdre la maîtrise cognitive de leur environnement parce que les règles changent, parce que les systèmes changent, parce que les interlocuteurs changent, alors à un moment donné, il y a des signaux faibles qui vous échappent, il y a des informations pertinentes qui vous échappent, et là vous rentrez dans le risque opérationnel. Et typiquement, ce genre de choses arrive aussi quand on est dans des organisations qui sont très matricielles, et dans l'organisation matricielle, on a une perte de responsabilité du travail. C'est-à-dire que comme vous êtes vraiment un petit maillon dans une structure, si vous faites bien votre travail, ça ne va pas se voir. Si vous ne le faites pas bien, vous ne le verrez même pas. Et donc votre préoccupation, c'est de voir comment vous en sortir dans l'environnement et non pas de faire un travail bien fait. Donc c'est un des problèmes, et c'est un des problèmes sur lesquels je travaille actuellement, c'est sur justement la perte du sentiment du travail bien fait. Qui était vraiment une perte un peu douloureuse pour beaucoup de gens dans l'environnement dans lequel je suis. Alors, les causes aussi, par rapport à ça, c'est qu'il y a une montée de la rationalisation. Alors là, je vais pas pouvoir en parler trop longtemps parce que l'heure passe. Grosso modo, nous sommes dans un monde qui est devenu un monde très rationnel. La globalisation a commencé au XVIIIe siècle. Quand on est passé avec le siècle des Lumières, pour faire très court, d'une société de tradition à une société de raison. La Révolution française, au XVIIIe siècle, c'était très bien. Pourquoi? Parce que la raison permet la justice. La tradition peut être injuste. Bon. Mais le problème de la raison, c'est que la raison est universelle. La raison va s'incarner après dans la science, au XIXe siècle, tout ce qui est scientifique, le positivisme, l'organisation scientifique du travail chez Taylor, tout ça, ce sont des choses qui sont le pur produit du siècle des Lumières. Et d'ailleurs, ce n'est pas un clivage gauche-droite, il y a eu d'excellents articles de 1912 de Lénine sur Taylor qui étaient enthousiastes. Okay. Donc c'est un phénomène collectif. D'ailleurs, Stakhanov, c'était quelqu'un qui était dans une logique finalement taylorienne. Le problème de tout ce mouvement-là, dont nous sommes partie prenante, qui fait que nous sommes passés de sociétés de tradition, je parle du monde occidental. Le monde occidental, justement, ils sont pas encore dans cet univers-là. Dans le monde occidental, ils sont passés de sociétés de tradition à des sociétés plutôt de raison. Parce que la raison est juste, etc. Mais la raison est universelle, la raison est globale. Et donc on a tendance à dévaloriser tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est local, tout ce qui est non rationnel.
Et donc, on a tendance à faire quoi? Ben aussi à dévaloriser ce qui est historique, ce qui est culturel. Et la plupart des organisations qui veulent être très rationnelles, parce que ça rassure les marchés, ça rassure tout le monde, sont des organisations qui dévalorisent leur culture, qui dévalorisent leur passé, qui dévalorisent leur histoire. Or, l'individu, ben, nous sommes tous des individus historiques. Nous avons tous une histoire. Et notre histoire ne s'efface pas. Nous ne sommes pas des logiciels, nous ne sommes pas du software, on ne fait pas des versions 2.0 et hop, on fait un reset. Hein, mais quelquefois, je vois des programmes de gestion du changement qui sont hallucinants. On a l'impression que, ça y est, on a le bon logiciel, on va faire reset sur tout le monde et hop, ils vont tous changer. Ben non. Hein. Nous sommes un processus historique. Hein. Nous ne sommes pas une chose, nous ne sommes pas une substance. Nous sommes un processus historique et nous arrivons avec toute notre histoire. Et pour réussir dans l'organisation et pour qu'un management réussisse, il faut qu'il tienne compte et qu'il respecte son histoire. Alors, il y a eu des travaux d'un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, H-O-2-N-E-T-H, qui a travaillé sur la reconnaissance. Et son point de vue, qui est très clair, est de dire qu'une des caractéristiques de la vie sociale, et pour que la société marche bien, il faut qu'on soit dans une logique de reconnaissance. Et notre désir en société, c'est d'être reconnu. Donc, le livre s'appelle La lutte pour la reconnaissance, et il considère qu'il y a 3 niveaux de reconnaissance. Il y a un premier niveau qui est un niveau, je dirais, affectif, la famille, mes parents. Voilà, mais la reconnaissance est extrêmement importante, la reconnaissance amicale, familiale, amoureuse, et quelque chose est un socle qui est important. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'individu comme citoyen. Je veux que l'État reconnaisse mes droits, et que si j'ai été spolié, si on m'a arnaqué, si on m'a volé, ben je veux que l'État, en tant que la justice, en tant que représentante de l'État, reconnaisse que j'ai eu un préjudice et le fasse réparer. Okay. Le troisième niveau de reconnaissance, c'est la reconnaissance sociale, c'est la considération. Quelquefois, on a des surprises en termes de considération. De façon plus sérieuse, on a besoin de considération dans l'organisation. Et si le management ne donne pas de la considération aux gens, si le management ne crée pas de la justice, sur le deuxième élément, si on n'a pas la possibilité d'avoir des relations amicales parce que les gens changent tout le temps, etc., là vous êtes dans un déficit de reconnaissance qui va être une sorte aussi de dépression. Hein. Et quelquefois on peut faire des erreurs, on peut faire des... Manque de reconnaissance, dévalorisation du passé, c'est extrêmement important de respecter ce qui existe. Moi, je me bagarre, je travaille beaucoup, j'interviens beaucoup dans les entreprises, et très souvent, je vois des consultants qui arrivent avec une idée, mais votre personnel avant, il était ringard. Vous allez voir, avec ce nouveau plan de changement, ça va devenir, je vais en faire que des Brad Pitt et des Angelina Jolie. Bon. Alors, je dis, bon, on va peut-être pas commencer par leur dire qu'ils étaient ringards avant, parce qu'avant, ben, ils faisaient quand même bien l'affaire, et on était contents d'eux, donc il n'y a pas de raison. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas commencer à motiver les gens si on commence par les insulter. Et ça, on s'aperçoit que très souvent, sans s'en apercevoir, de manière un petit peu, sans y faire attention, ben, finalement, on est dans une logique qui va être une logique de l'insulte. Un deuxième élément qui explique un petit peu ces difficultés, c'est la généralisation du mode projet, ce que j'appelle la mystique du projet. C'est quoi la mystique du projet? C'est, il y a un problème, mais le projet va nous permettre à tout coup de résoudre le problème. Donc, on n'a plus de problème, et puis demain, demain il fera jour, hein, demain il fera beau. Et donc, on a des organisations où on accumule les projets, pas obligatoirement pertinents, voulus par la direction. Alors, bien évidemment, il y a des projets qui sont indispensables, il y a des projets de mise à jour, des projets de mise à niveau de systèmes qui sont bien évidemment indispensables. Et quand vous avez des modifications majeures de l'activité, vous êtes obligé de lancer un certain nombre de projets. Donc, je ne suis pas contre tous les projets, évidemment. Mais j'ai vu dans beaucoup d'entreprises une surenchère de projets, notamment de projets inutiles. Et par exemple, dans de la banque d'affaires, à un moment donné, quand je les connaissais bien, un des grands patrons m'a dit, vous savez, on est en train de faire le calcul, on a dû dépenser l'an dernier pour 300 millions d'euros de projets informatiques inutiles. Ok ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, pourquoi on est dans la mystique du projet? Parce qu'il y a aussi une intervention des consultants, je ne vais pas leur jeter la pierre, parce qu'ils ne se rendent pas compte non plus, puis eux-mêmes sont dans cette mystique-là, c'est-à-dire qu'ils y croient. Hein.
Oui, mais en plus, ils y croient. Quelquefois, ils sont pas que intéressés, aussi ils y croient. Et ils vendent ce qu'on appelle un fantasme de rationalité absolue, c'est-à-dire un fantasme d'avoir un système d'information tout bien ficelé, qui nous permettra de tout savoir à tout moment sur tout. Mais ça, on sait depuis les années 70, depuis les travaux de Simon, et Simon a eu le prix Nobel d'économie là-dessus, que nous sommes nécessairement dans une grande organisation, dans une situation qu'on appelle de rationalité limitée. C'est-à-dire que je ne peux pas tout savoir. J'ai des boucles de rétroaction. Une organisation complexe, c'est une organisation qui a des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que j'influe sur A, mais A va influer sur B, B va influer sur C, et C en retour va influer sur A. Donc j'ai des systèmes qui ne sont pas très stables. Et je ne pourrai jamais tout savoir. On en fait tous expérience quand on embauche quelqu'un. Vous faites passer une annonce. Votre annonce, ça va toucher un certain nombre de personnes. Il y a peut-être des personnes 10 fois plus compétentes, mais qui n'auront pas lu votre annonce et qui ne vont pas y répondre. Ou qui vont la voir, mais qui ne vont pas penser que c'était pour elles. Après, vous allez voir un certain nombre de CV, vous allez faire une sélection, vous allez rencontrer un certain nombre de personnes et vous allez embaucher une personne. Vous ne saurez jamais si l'autre personne que vous n'avez pas embauchée n'aurait pas mieux fait l'affaire que celle que vous avez embauchée. Vous êtes en situation de rationalité limitée. Vous ne pouvez pas tout savoir. Il faut l'accepter. Il faut vivre avec ça. Okay ? Mais il y a beaucoup de consultants et de grands patrons qui veulent à tout prix se rassurer en ayant un grand projet de grand système d'information harmonisé qui va me permettre de tout savoir. Sauf que les organisations changent trop vite. On donne de nouvelles activités pour des raisons réglementaires, pour des raisons d'évolution technique, pour des raisons d'évolution de marché qui se modifient en permanence. Et le temps qu'on fasse le système, l'entreprise a beaucoup bougé et le système est obsolète. Il naît obsolète. Donc cette mystique du projet a plusieurs caractéristiques. C'est que on va croire qu'on fait confiance au système d'information pour résoudre les problèmes d'organisation, mais ça marche jamais. Vous pouvez mettre un gros système d'information, mais si l'organisation n'est pas adaptée, c'est pas le système qui va compenser les problèmes. Plus on a de projets, plus les cadres vont être submergés, parce que qui va s'occuper, qui va participer au projet? L'encadrement, nécessairement. Donc il y a une surcharge de travail pour les cadres, parce qu'en même temps, on a des projets, c'est bien, mais il faut bien travailler sur le reste. Okay. Et puis, évidemment, les projets contribuent à cette transformation permanente de l'organisation. Hartmut Rosa, qui est un sociologue, philosophe sociologue allemand, a écrit un très gros livre qui s'appelle Accélération à la découverte. Et il montre bien que nous sommes dans la modernité, dans un moment où le temps s'accélère, et s'accélère pour tout. Le renouvellement technologique, le renouvellement des voitures, vous achetez un iPhone, etc. Le temps qui tombe en panne de votre modèle n'existe plus. Bon, on le sait, et ça va de plus en plus vite. Et donc, l'organisation, elle a une grande difficulté par rapport à ça, c'est quel est son niveau optimum d'évolution? Est-ce qu'il faut qu'elle s'adapte en permanence à tout ce qui se passe, ou est-ce qu'il faut qu'elle essaye d'être relativement agile, mais avec un cœur relativement stable, et s'adapter à la périphérie sur les choses? Et on s'aperçoit qu'il y a des grandes organisations qui marchent très très bien, qui au contraire ont un cœur qui est relativement stable et qui vont s'adapter à la périphérie sur les évolutions de marché, sur les évolutions technologiques, sur les évolutions réglementaires, avec son non négligeable. Alors, maintenant, je vais en venir un petit peu aux pistes de solutions, ou aux pistes à creuser. La première piste, évidemment, c'est une simplification des structures. Il vaut mieux avoir une structure qui soit sur le papier sous-optimale, mais en réalité très efficace, que d'avoir à l'inverse une structure qui est sur le papier optimale et qui est en réalité impraticable. Okay. Et je vois bien dans les grands groupes, ceux qui marchent vraiment bien, ce sont ceux qui ne se préoccupent pas d'avoir une structure optimale. Il y a un grand groupe que je connais bien, ils sont en train de faire une grande transformation, mais ils font un grand changement organisationnel tous les 12-13 ans. Ça va. Parce que vous avez le temps de comprendre pourquoi, c'est communiqué, alors c'est communiqué, c'est expliqué, tout le monde y participe pour voir quelle est la meilleure organisation, etc. Et après tout le monde bascule, mais tout le monde bascule et sait où il bascule, et le basculement, ils font le basculement minimum dont ils ont besoin. Okay. Donc simplifier les organisations là où on le peut.
Autre point, qui est le troisième point, dans les organisations complexes, on est obligé d'être dans un mécanisme qu'on appelle de co-construction des solutions. On ne peut plus avoir un consultant extérieur qui vient et qui dit ex cathedra ce qu'il faut faire. On ne peut plus non plus faire confiance à un bouquin, style Six Sigma, Lean Management, Re-engineering, etc. Une nouvelle table de la loi qui vient nous donner la solution. Oui, tous ces livres sont intéressants, mais aucun n'est suffisant. Et c'est aux acteurs de penser entre eux, à l'organisation de penser entre elles, avec le partenariat de consultants éventuellement, parce qu'ils ont des capacités et des compétences que dans l'entreprise on n'a pas toujours, mais il faut que les gens soient associés, il faut que les réorganisations soient leur réorganisation. Ça ne peut pas marcher sinon. Okay. Il faut qu'ils y adhèrent, et ils ne peuvent pas y adhérer s'ils n'y ont pas participé. La question de la responsabilité est une question qui est importante. Quand on est dans des organisations bureaucratiques, un peu complexes, qui sont les organisations modernes dans lesquelles nous sommes. Bureaucratique, en termes d'organisation, ce n'est pas un terme négatif. C'est une caractéristique neutre, ça veut dire que le pouvoir finalement est dans la fonction, dans le bureau, dans la fonction incarnée par quelqu'un, mais que la personne est secondaire par rapport à la fonction. C'est ça la bureaucratie, pour faire très court. Dans la bureaucratie, le gros risque, c'est qu'on ait une déresponsabilisation. On obéit à des ordres, à des règles, et puis on s'en fout de voir l'impact éthique, personnel, etc. Et il faut se ressaisir de cette responsabilité. Il faut se considérer dans la bureaucratie plus responsable que finalement l'organisation ne vous rend responsable. Et par exemple, pour l'encadrement, se sentir responsable aussi de ses équipes. Et au-delà même de ce que l'organisation vous demande. C'est à ces conditions-là qu'à mon avis, on a la possibilité de faire des choses intéressantes. Quatrième point, respecter la culture, c'est-à-dire que je vois bien que les organisations qui respectent leur propre culture sont des organisations qui vont bien. Et je vois même des organisations qui célèbrent leur culture, qui voient leur culture changer, qui en parlent, qui acceptent le changement, qui acceptent les transformations, parce que les gens changent, parce que les nouvelles recrues ne sont plus les mêmes que celles qui sont rentrées dans l'organisation il y a 20 ou 30 ans. Donc tous ces changements-là, qui sont des changements sociaux, qui sont des changements environnementaux, économiques, l'organisation les retrouve. Et il faut en parler, mais il faut en même temps respecter et valoriser la culture traditionnelle. Les grandes sociétés américaines sont très très fortes pour valoriser leur culture. On ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent un management soi-disant américain sans s'apercevoir que les grandes sociétés américaines sont extrêmement fortes. Mais la culture est clé. Nous sommes des individus culturels et notre culture, notre histoire est un fondement de notre identité. Et si on nie notre histoire ou si on nie notre culture, on nie notre identité et on n'est pas très content. La logique de la reconnaissance, j'y reviendrai pas parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Et le dernier point, c'est sur l'esthétique du travail. Je me suis aperçu qu'en fait, ce qui compte beaucoup, ce qui donne du sens au travail, ce sont les moments de beauté au travail. Alors ça peut être la beauté du travail bien fait, ça peut être la beauté de la cause pour laquelle est fait le travail. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, de jeunes qui veulent travailler dans des associations humanitaires, dans des ONG, etc. Ça peut être la beauté des relations de travail, la beauté des solidarités qui peuvent exister, la beauté des compagnonnages, etc. Enfin, bref, il y a plein de moments. Ça peut être la beauté aussi d'une relation avec les clients, quand le client est vraiment très satisfait, etc. Et ces moments-là sont des moments qui donnent du sens au travail. Et que quand on perd tout cela, on perd beaucoup de choses. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des, questions, remarques, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Oui, vous m'entendez ? Je vous rends le micro après. Mais je vous remercie de votre intervention parce que je pense qu'on a vécu depuis 5-10 ans ce que vous venez de démontrer au travers de votre discours, notamment les plans Next qui veulent rien dire parce que ça n'a pas de sens. Quand vous parlez de gestes, moi j'y vois l'esprit de corps qui est chez France Télécom, qui a été complètement écrabouillé par l'entreprise en dépersonnalisant le travail. Justement sur ce que vous évoquez, on a vécu ça et il n'y a pas que l'encadrement, c'est-à-dire toute l'organisation a vécu cette problématique-là.
C'est-à-dire quand vous parlez de l'encadrement, je pense que ça va du plus bas jusqu'au plus haut. On a, enfin quand je dis plus bas, ça n'a pas de sens bas ou haut, hein, c'est tout le personnel a vécu ce que vous venez d'indiquer. Et chaque mot que vous avez indiqué, on l'a vécu, je dirais pas par le sang, parce que c'est un mot fort, mais on l'a vécu au plus profond chez France Télécom. Et la crise des suicides est en partie, vous en parlez pas, mais nous, en partie, on l'a vécu dans notre chair. Parce que c'est des moments extrêmement douloureux dans une organisation quand on dépersonnalise le travail sur un non-sens. Que les gens n'y trouvaient plus de sens, ne savaient plus pourquoi ils travaillaient, pour qui ils travaillaient, même pour eux, ils ne savaient plus de sens. Et on arrive à des drames comme chez France Télécom dans les grandes organisations, parce que le personnel n'est plus reconnu en tant que tel. Et l'élément identitaire, notamment l'esprit de corps, je ne connais pas, moi qui viens du secteur privé, je n'ai jamais vu ça dans une société de droit privé. C'est-à-dire cet esprit de corps, qu'il y a un problème dans une région, tout le monde y va pour aller régler le problème, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Les gens ne se posent pas la question. Donc on a du sens, on a une histoire, elle existe, elle est forte, il faut qu'on la retrouve, il faut redonner du sens, et certainement pas en regardant les compteurs, quand vous en parlez, quand vous parlez des compteurs, mais c'est tous les jours où on nous dit c'est les compteurs qui valorisent le travail. Ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on ne navigue même plus à vue, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus ce qui se passe au travers du hublot, on ne regarde que les compteurs. Et des pratiques comme ça dans l'encadrement, dans nos chers dirigeants, c'est tous les jours. Voilà. Jacqueline Gurcel, donc effectivement, c'était une intervention très, très intéressante. Donc Christian s'est largement exprimé. Moi, j'ai 2-3 questions. Concrètement, effectivement, ça fait écho chez nous, dans notre groupe. J'ai envie de dire, est-ce que vous rencontrez certains de nos patrons? Ça pourrait être une bonne chose, déjà, concrètement, puisqu'aujourd'hui, on est en train de vivre de nouveau de multiples réorganisations. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, ou potentiellement, vous pouvez être en contact avec certains de nos patrons? Parce que ce serait intéressant de savoir comment ils perçoivent cela. Concernant l'injonction paradoxale, est-ce que aujourd'hui, comment dirais-je, ça ne sert pas aussi les intérêts, alors évidemment on parle du groupe France Télécom, mais les intérêts de nos patrons, dans la mesure où finalement ça permet aussi de prendre des responsabilités sans en prendre, de diluer une responsabilité. Donc à travers finalement la recette que vous essayez de nous donner, qu'est-ce qui peut être applicable? C'est vrai que c'est compliqué. Ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, comme vous le dites. Il y a une façon, effectivement, de dire, bon, moi, je veux faire ça et je m'abstiens de faire autre chose. Bah, la question, c'est ça. La question, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre concrètement à différents niveaux? C'est-à-dire, quels sont les exemples concrets, vous pouvez nous présenter pour que chacun puisse repartir avec un élément qui puisse décliner au quotidien? Bon, sur la première partie de la question, non, je ne connais pas les gens de France Télécom. Après, voilà, il se trouve que moi je connais un certain nombre de grands patrons, mais pas eux, enfin pas des gens chez France Télécom. Je suis ouvert aussi pour en parler. Enfin, il y a un certain nombre de personnes, voilà, qui me contactent, sachant aussi que j'ai un discours qui n'est pas totalement politiquement correct, à la fois du côté gestionnaire ou même du côté. Après, je me défends de faire des solutions miracles, c'est-à-dire qu'il faut regarder chaque situation. Ce qui est important quand même dans l'injonction paradoxale, c'est d'en prendre conscience et de dire que c'est pas soi-même qui est en difficulté, mais c'est le système qui ne va pas. Ça, c'est la première chose. Et c'est une chose qui est importante, qui permet une forme de distance. Et la deuxième chose, c'est d'expliquer à la personne qui émet l'injonction paradoxale en quoi elle est paradoxale. Et en quoi, troisième chose, nous, on va choisir de faire une ou l'autre, mais pas les deux. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, ça ne marche pas. Il y a des fois, l'interlocuteur ne va pas comprendre. Mais comme le disait Lessing, l'important n'est pas d'être libre, mais de le devenir. Hein, donc c'est pas parce qu'on ne réussit pas à quelque chose qu'il ne faut pas essayer de le faire. Hein.
Moi, je voulais vous poser une question, puis je ferai circuler le micro après. Je pense que vous soulevez un certain nombre de questions que, notamment, y compris dans notre entreprise, plein de gens ont compris et vu depuis longtemps, parce que bon, effectivement, organisation matricielle, saloperie, lean management, conneries. Enfin, je veux dire, on peut, et bon, moi j'ai pas peur d'utiliser des mots grossiers parce que on a vraiment fait cette analyse. Comment vous expliquer que toutes ces analyses de bon sens, parce que c'est du bon sens par rapport à la connaissance de l'être humain, ne soient pas plus largement partagées et que toutes ces foutaises aient pu faire florès comme elles l'ont fait en détruisant des organisations comme elles les détruisent. Oui, mais là aussi, je serais aussi plus nuancé. Il y a eu des fois où le lean management, par exemple, on sait que dans l'organisation, et je ne suis pas du tout sur le fait de rendre gestionnaire l'hôpital, mais on sait qu'il y a des chirurgiens qui ont appliqué des principes de lean dans l'organisation de salles d'opération, et ça leur a permis d'améliorer le fonctionnement, mais c'est eux-mêmes qui l'ont fait, avec leurs infirmières, etc. Et ça leur a permis d'améliorer le fonctionnement de leur salle d'opération. Donc le problème de ces outils, c'est que c'est encore plus pervers, c'est qu'il y a des fois où ça marche. Mais à condition que ce soit les gens qui eux-mêmes soient porteurs du projet, et pas que ce soit plaqué de l'extérieur. C'est comme n'importe quel outil, comme une seringue ou comme un marteau. C'est-à-dire, c'est un outil. Et il y a des fois, ça peut marcher. Hein. Même chose pour le lead, même chose pour un tas de choses. Il y a des fois, c'est une perspective qui n'est pas idiote. C'est pas le produit en tant que tel, mais c'est sa mise en œuvre. Et voilà. Et voilà. Et c'est ça qui est catastrophique. Est-ce que vous constatez comme nous, malheureusement France Télécom est une mauvaise école, à savoir quand il n'y a pas le chiffre d'affaires au bout, on fait une réorganisation ou on change son nom parce que c'est très in de changer le nom et donc ça a l'impression de faire du neuf tout en ne changeant rien et surtout en déresponsabilisant les gens puisque derrière on ne cherche pas à faire ni de la qualité optimum ni pour rendre des services aux clients, aux fournisseurs et chercher et surtout on se perd par exemple dans la marge qui devrait être le nerf de la guerre d'une entreprise, ce qui fait qu'au final plus personne ne sait faire de la marge et on vous noie derrière un nouveau nom ou une nouvelle organisation indirecte. Et nous, c'est tous les 6 mois. Je sais pas, j'espère qu'ailleurs c'est un peu moins pervers que ça, mais chez nous, c'est assez pervers ce système-là. Non, mais tous les 6 mois me paraît vraiment excessif parce que le temps passé pour se réorganiser, pour que les gens sachent, pour définir qui va faire quoi, qui va repartir à qui, pour adapter les systèmes, pour adapter les procédures, tout ça c'est un temps qui n'est pas un temps productif. À un moment donné, quand vous avez une organisation dont l'essentiel de l'activité c'est de s'organiser elle-même, il y a un problème. Hein, donc ça me paraît excessif. Après, il est clair qu'il y a quelques stratégies que vous êtes un grand patron et que vous perdez de l'argent. Bon, déjà quand vous arrivez sur un poste, hein, si jamais vous êtes grand patron, souvenez-vous-en, vous faites des provisions sur tout ce qu'a fait le précédent. Parce qu'en disant, il a fait que des conneries, etc., le prédécesseur sont des incapables, j'arrive dans une situation dégradée, alors que les comptes étaient quasiment maquillés, etc. Bon, vous faites des provisions et l'année suivante, vous reprenez les provisions. Donc ça vous permet de dégager un bénéfice. Hein, qui était déjà là, mais enfin, bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, vous faites une OPA. Elle marche ou elle marche pas. Et l'OPA, vous la garantissez parce que finalement, votre résultat est moyen. L'autre, c'est peut-être pas très brillant, mais peut-être qu'à 2, ça va mieux marcher. Quelquefois, ça marche, c'est vrai. Les Anglais disent, les Américains disent, tout turkey don't make an eagle. Hein, avec 2 dindons, on fait pas un aigle. Mais, on peut rêver, mais en tout cas, vous avez déjà la fusion, ça vous occupe, ça occupe les marchés, ça donne du rêve aux analystes financiers, vous êtes bon pendant 1 an ou 2. Après, vous pouvez toujours vous vendre à quelqu'un d'autre, à un Allemand qui a mieux réussi, un Allemand, si ça marche toujours pas. Okay. Donc il y a plein de stratégies. Quand vous êtes de la partie, parce que moi j'ai travaillé, enfin j'ai fait des études de gestion, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé dans des conseils en organisation et du conseil en stratégie chez des anciennes McKinsey, donc je les vois venir les gus, hein, donc ça c'est pas... mais ça va. Je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent aussi, hein, ils essaient de se débrouiller avec ce qu'ils ont et les conditions sont difficiles. Il est vrai que la réorganisation est une tendance un petit peu rapide à faire quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit c'est qu'on est mal organisé. Et quelquefois c'est vrai. Quelquefois c'est vrai.
mais ça suffit pas. Regardez l'automobile française. Ça me fait beaucoup rire parce qu'ils disent toujours ah mais on est étranglé par les charges, etc. Bah, s'ils ont moins de charges, je vois pas en quoi les gens vont plus acheter d'automobiles françaises si elles sont pas adaptées à leurs besoins. Ok ? Et ce sont des erreurs stratégiques sur la conception des modèles. Bon. Et ça, est-ce que c'est un problème d'organisation ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors une dernière question, forcément courte parce qu'il nous reste 3 minutes. Je vais être rapide aussi. Jean-Louis Piégelin, Division Finance. Donc, je rebondis sur deux mots, le paradoxe dans les objectifs et l'exemple que vous avez donné du patron qui organise une OPA parce qu'il va gagner plus. À France Télécom, comme dans toutes les entreprises, et aujourd'hui plus qu'avant, il y a l'intérêt individuel très proche dans le temps, de confort, de considération, de gain, qui domine sur l'intérêt à moyen terme collectif. Et vous pouvez mettre toutes les organisations que vous voulez, les changements d'organisation que vous voulez. C'est au niveau de l'individu que le travail doit se faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans ce contexte où il n'y a plus que le fric qui compte, entre guillemets, raccourcis, etc., c'est de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Oui, mais ce n'est pas valable dans toutes les organisations. Il y a des organisations qui ont aussi... Il faut aussi repenser la rémunération des dirigeants. Il ne faut pas créer des effets pervers où vous avez des dirigeants qui sont poussés par la structure de rémunération à faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt du groupe. Mais ça, la rémunération des dirigeants, il faut aussi la repenser. Hein? Oui, mais les conseils d'administration, même les... vous savez, c'est eux qui décident tant que personne ne dit rien. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci. En tout cas, pour Merci. cette échange. Et je pense qu'effectivement, pour ce qui nous concerne, on peut retenir que ne pas se soumettre aux injonctions paradoxales est une mesure de sauvegarde. Si je ne devais retenir que ça de l'intervention ce matin... Mais après, en effet, il faut en choisir eux et trancher.